Dimanche 14 février 2021, mesdames et messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous de l'entretien de dimanche, c'est politique. Et comme je le disais tout à l'heure, nous recevons un responsable du parti Mouel Bénin. Il s'agit de monsieur Babatunde Biaou. Il est le trésorier général et porte-parole du parti Mouel Bénin. On va parler bien évidemment de l'actualité et également du fonctionnement du parti et les stratégies de ce parti-là pour donc l'événement majeur qui arrive. Monsieur Babatunde Biaou, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Merci donc d'avoir accepté notre invitation pour l'entretien de ce dimanche. Ce fut un plaisir. Alors, monsieur Biaou, vous le savez, l'actualité récente, c'est la publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle. C'est vrai que nous ne sommes pas là pour magnifier un dieu, etc. Mais est-ce que ce tri de la Sénat paraît conforme, je vais dire, aux prévisions du parti Mouel Bénin? Bon, le parti Mouel Bénin n'avait pas une prévision sur qui doit être candidat, à part le seul que nous avions désigné. Et je crois que de ce plateau, nous avions déjà dit, avant la désignation de Patrice Talon, que c'est lui notre candidat et qu'il n'y avait pas une alternative pour nous. Donc, maintenant, qui sont ceux qui vont suivre? Nous, on laisse les Béninois qui le veulent bien vouloir déposer leur dossier. Et ce qui s'est fait, et l'institution qui est chargée donc de faire le tri a fait le tri et a sorti 3 duos. Bon, je crois que pour nous, il n'y a pas un commentaire particulier à faire là-dessus, si ce n'est que de souhaiter que désormais les autres points du programme, de la programmation de la présidentielle, eh bien, se déroulent. On en a quand même enregistré 20 au départ et à l'arrivée 3, même si la liste elle est provisoire. La Cour constitutionnelle viendra, je vais dire, entériner ou augmenter, on n'en sait rien. En tout cas, la Cour constitutionnelle va faire son travail. Oui, c'est exactement ce que je vous dis. La Cour constitutionnelle peut dire que les 20 sont bons. Moi, enfin, nous, on n'a pas à nous inquiéter du nombre. Sauf que tout ça est fait dans un moule, le moule de la loi. Donc, si la Cour constitutionnelle trouve des arguments véritablement convaincant pour dire que, bon, allez, les 20 pouvaient passer, ce dont je doute. Et donc, je pense que, quand même, on va s'en tenir peut-être à ces 3-là. Je ne pense pas que la Cour puisse invalider la liste telle qu'elle est présentée. On attend donc cette décision de la Cour constitutionnelle pour se faire clairement une idée sur tout à fait, tout à fait. En liste. Monsieur Biaou, il y a également ces réactions, je vais dire, depuis l'enregistrement des duos de candidats à la Sénat, des réactions par rapport au parrainage. C'est vrai qu'on n'a pas entendu le Mouel Bénin, peut-être parce que vous n'avez pas d'élus, vous ne vous sentez pas concerné, mais là, sur ce plateau, le Mouel Bénin et le parrainage. Oui, nous ne sommes pas concernés, tel que vous le dites, directement, parce que nous n'avons pas d'élus. Donc, mais c'est une actualité nationale, donc en ce sens, ça nous concerne. Et parlant du parrainage, moi je crois que tout a été dit. Comment le parrainage devait être fait. La Sénat a même pris l'initiative d'expliquer, de rencontrer les partis politiques et de leur expliquer comment elle entendait organiser cette opération de parrainage. Mais pour ne pas vous laisser encore perdre le temps de poser des questions, moi j'irai tout droit en disant quoi? Il y a par exemple le Parti des démocrates qui a dit qu'il n'a pas besoin de parrainage. Du moins par la voix de son président, M. Oudété, qui a dit qu'ils n'ont pas besoin de parrainage. Et que même si on leur en donnait, il n'en prendrait pas. Juste pourquoi? Pour décrédibiliser en fait la loi sur les élections en général, et notamment sur cet article du parrainage. Pas forcément décrédibiliser. C'est ce qu'ils ont dit. C'est l'analyse. En français, ça veut dire décrédibiliser. C'est ça. C'est le fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils veulent montrer bon, qu'il y a des biais dans ce mode de parrainage. Et que donc, mais pour montrer que véritablement, ça n'avait pas lieu d'être, bon, eux, ils vont faire comme ils veulent. Et sa déclaration c'est même pas bien pour une république. Nous avons une loi
Pourquoi ils veulent aller maintenant aux élections? La déclaration n'est pas nouvelle. Le parti, cette frange de l'opposition a toujours remis en cause la forme du parrainage qui doit être appliquée. Mais arrivé le moment de poser la candidature, qu'est-ce qu'elle ferait? Ne pas déposer de candidature. En ce moment-là, on aurait compris. Mais quand vous dites que vous n'avez pas besoin de parrainage, et que derrière, celle que vous positionnez comme candidate vient dire oui, nous avons essayé de faire quelque chose pour avoir le parrainage, mais on nous en a privé. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne des deux déclarations? Le président du parti qui dit nous n'en avons pas besoin, même si on nous en donnait, on n'en prendrait pas. La candidate qui dit oui, mais nous on a tenté et les gens nous ont empêchés. Qu'est-ce qu'on retient? Donc voilà, nous devons apprendre au Bénin à essayer de nous conformer. Faire l'effort de nous conformer, même si nous n'étions pas d'accord. Parce que, en fait, c'est ça le problème. Nous sommes un exemple des gens qui pouvaient se rebeller contre la République, contre les lois. Mais non. Quand vous parlez de nous, c'est moi le Bénin. Ben oui, c'est ça. Il peut arriver des moments où la République est au-dessus de nous tous et que chacun de nous devait le savoir. Quand finalement vous acceptez aller à une élection, eh bien, faites les démarches nécessaires. Qu'est-ce qui empêche ses frères, ses compatriotes d'aller vers les députés UP, BR, les maires UP, BR, FCBE, et de quérir donc ce document? Rien. Mais si l'on s'en tient à ce que la candidate et toujours les démocrates, puisque vous en parlez, ces démocrates-là ont dit, ils ont essayé, même si les propos du président sont allés dans l'autre sens que ceux de la candidate, ils ont essayé, mais au finish, ils n'ont rien eu. Vous on ne sait pas encore où se situe la vérité. Auriez-vous choisi entre les propos de la candidate et celle du président? Est-ce qu'il y a un choix à faire, M. Olatunde? Donc ça veut dire que tout ça là, c'est un melting pot qu'on ne comprend plus. Soit ils sont cohérents, ils veulent aller aux élections d'un pays qu'on appelle Bénin et qui se conforment à ces lois, à ces règles, en la circonstance, quitte à demander par après qu'on change les choses. À partir du moment où nous sommes encore dans la République, les discussions ne sont jamais arrêtées. Et il faut que chacun de nous se mette ça dans la tête. Et c'est pour ça que moi j'ai dit, il y a peut-être eu des manières de faire la politique par le passé. Mais il faut qu'aujourd'hui, 2021, là, depuis 2016 jusqu'à 2021, que les gens comprennent qu'on peut faire aussi autrement. Le plus important, ce n'est pas les individus, chacun d'eux, c'est la République. C'est ce que nous faisons ensemble pour que les compatriotes vivent mieux. C'est ça, la politique, que nous, on pense qu'il est bon de faire. Non. Sinon, tout ça, moi, je pense que ça n'amène pas loin. Ça n'amène pas loin. On a des lois, il faut d'abord les respecter, quitte à vouloir à ce qu'on les change. Mais ce ping-pong actuel, l'Union progressiste qui réagit de son côté, le BR aussi, et la frange de l'opposition qui parle toujours de ce principe du parrainage, alors que nous sommes à quelques semaines du scrutin présidentiel, est-ce que ça pose pas un problème? On ne s'entend pas finalement. Je ne sais pas en quoi vous parlez de ping-pong. Il n'y a pas de ping-pong. La Cour constitutionnelle va siffler la fin de tout ça bientôt. Parce que quand il y a des lois, et que les institutions qui sont chargées de mettre en application ces lois agissent, eh bien, c'est le tempo qui est donné. Parce que moi, je ne sais pas, vous parlez de UP et BR qui donnent les... C'est normal qu'ils donnent des explications, parce qu'ils ont été invectivés, ils ont été, je vais dire, à la limite un peu indexés comme ceux qui ne veulent pas que les démocrates, parce qu'il faut être clair, c'est entre les démocrates et UPBR que le jeu se joue ici. Directement, c'est eux qui sont indexés. Donc, c'est normal que UP et BR réagissent. Et le député Orden, il a bien expliqué les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées. Il a bien expliqué. Vous imaginez que des députés aillent vers un parti politique pour dire, bon, ok, essayons quand même de voir. On pourrait trouver des solutions pour que vous soyez parrainés et que donc on les conduise. Et que jusqu'à la veille du dépôt des candidatures, on ne sache même pas qui est le candidat de l'aide démocrate. Donc vous voyez, et même dans leur rang, bon, on a bien vu le nombre de listes qu'il y a. Donc déjà quand en votre sein, vous n'êtes pas cohérent, vous n'êtes pas un groupe qui puisse donner une seule voix, c'est un problème.
Le président donne une voix, la candidate donne une autre voix, des membres du parti donnent d'autres voix, et finalement, on veut que nous retenions quoi? Donc, franchement, moi, je pense que je conseille à chacun de nous d'avoir de la tempérance et de la responsabilité face aux enjeux de la République. Ce qui importe, ce n'est pas les individus. Moi, je le dis toujours. Donc, moi, le Bénin n'a rien contre la forme du parrainage proposé, la forme proposée. Mais c'est acté. C'est acté, c'est écrit. C'est la loi qui l'a dit. Qu'est-ce que vous voulez que moi, le Bénin, aujourd'hui, où nous sommes déjà dans les élections, dans l'élection présidentielle, parce qu'on y est déjà là, que nous commencions par dire non, c'est pas la bonne. Non, c'est pas ça. Le moment est passé où il fallait discuter de ça. Et maintenant, c'est ça que je dis. Il y a toujours dans une république la possibilité de discuter. Mais quand arrivent des échéances, vous passez d'abord l'échéance. Mais ils ont tout le temps demandé cette discussion dont vous parlez, M. Babati. Je ne pense pas qu'il l'ait demandé avec la bonne forme. Ce n'est pas à la télé, quand vous faites des déclarations parfois même, excusez-moi, incendiaires, tonitruantes, c'est pas ça. Vous avez les possibilités de contacter des gens. Vous les connaissez. Les démocrates, ils sont pas venus de la Lune. Ils sont des Béninois qui ont même, pour la plupart, géré les affaires au Bénin ici. Donc, ils connaissent les acteurs qui sont là aujourd'hui. Ils peuvent les contacter. Ils ont les canaux pour les contacter, pour discuter, pour trouver, comme je viens de dire, des solutions. Pourquoi nous ne privilégions pas ça et que, enfin, je vais dire, la politique comme, voilà, il faut, on va m'appeler opposant radical, opposant ceci. Ben, la démarche que vous leur proposez là, c'est tout comme si ce sont les élus là qui ont le pouvoir de décider. Eux, ils ont préféré s'adresser directement au chef de l'État. Madame, si vous connaissez bien le contexte actuel, vous devez savoir que le mandat des députés, il n'est pas impératif. Donc c'est un mandat que le député, il est député pour la République. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un de donner un parrainage sans quand même s'adresser à lui, sans discuter avec lui. À la limite, il pouvait faire comme un autre parti qui a écrit officiellement à UP et à BN pour dire, bon voilà, moi je souhaiterais que vous parrainez notre candidat. Qu'est-ce que ça coûte de le faire, de prendre cette démarche-là? Quitte à prendre le peuple à témoin de ce que, voilà, nous avons fait une démarche officielle vers tel et tel parti, parce que c'est eux qui ont la majorité, ou bien la totalité des députés et des maires. Eh bien, nous avons fait cette démarche, voici ce que ça a donné. Au moins aujourd'hui, ils auraient un argument plus convaincant. La démarche, elle a été faite, si on s'en tient au propos de la candidate elle-même. La démarche, elle a été faite. Évidemment, des différents élus. Vous voulez que je vous informe? Mettez-nous dans le secret. Je tiens ça de Ordinadati qui a dit que des déclarations faites, recoupées, il n'y a que le député Sani, que la candidate a contacté. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il vous faut 16 candidats, enfin pardon, 16 parrainages. Vous en contactez un seul. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Même si celui-là... C'est peut-être du côté de l'Union progressiste, on ne sait pas si les démarches ont été faites du côté du bloc républicain. Donc, l'exemple que vous donnez n'est pas forcément... Que la candidate, elle a d'ailleurs dit qu'elle va tout dire. Mais qu'elle dise tout. Parce que si nous, on manque d'informations de ce qu'elle a eu comme entretien personnel avec... Moi, je ne suis pas dans son portable. Je ne suis pas dans ses contacts, dans sa com. Donc, nous, on ne peut pas savoir ce qu'elle a pu dire avec X et Y. Mais... elle a pu dire officiellement qu'elle a tout, qu'elle a screené. Et que donc, elle peut balancer ça. Mais elle n'a qu'à balancer, qu'on le sache. Elle a encore le temps jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se prononce. Parce qu'après, je pense qu'elle doit retourner à son travail. D'accord. Monsieur Biaou, il y a aussi cette délégation, je vais dire, des instances internationales. Vous en avez vu de l'ONU, de la CEDEAO, cette délégation-là, qui ont dépêché des missions au Bénin pour constater l'évolution ou l'organisation du processus électoral. Ben oui, on les a rencontrés d'ailleurs, on faisait partie des partis qui ont rencontré ces institutions. Donc, bon, les discussions étaient juste de voir
comment les choses se passent. Eux, ils prennent les informations. C'est habituel, en fait, hein, quand il y a les élections. C'était de part et d'autre, ou bien vous étiez tous ensemble? Je parle des partis de la mouvance et de l'opposition. C'était un groupe. Pardon, excusez-moi. Oui. C'était un groupe. Donc, ces institutions ont rencontré les partis. C'est pour prendre le pouls de comment les choses se passent. Et voilà, s'il y a des satisfactions, des insatisfactions, ainsi de suite, et voir s'il y avait véritablement matière à intervenir. Vous avez certainement entendu, je vais dire, les dénonciations du camp d'en face. Je ne sais pas ce que vous appelez le camp en face, si c'est les démocrates, parce qu'il faut appeler les choses par les noms désormais. Parce que il y a l'opposition et la mouvance, c'est pas... Ça, on le sait tous. Il n'y a pas que démocrates comme opposition. Non, je ne parle pas forcément des démocrates, j'ai dit il y a opposition et il y a mouvance. Oui. Voilà. Oui, mais... Le camp qui existe. Bon, d'accord. À supposer que ce soit l'opposition, mais je dis que les démocrates ne parlent pas au nom seulement de l'opposition, enfin uniquement au nom de l'opposition. C'est vous qui parlez de démocrates, moi je ne parle pas des démocrates, je parle de l'opposition. Non, mais parce que c'est eux qui ont réagi. Disons les choses. Pourquoi les Béninois, on ne doit pas côtoyer. Il faut dire les choses en face désormais. Il faut que désormais nous enlevions ce voile-là qui nous empêche de voir que nous sommes en train de régresser par nos habitudes vilaines, les vilaines habitudes que nous avons traînées depuis des années, des dizaines d'années. Qu'est-ce que les institutions de la CEDEAO sont venues faire? C'est de prendre le pouls. C'est de regarder s'il y a des problèmes. Ah, Bénin, est-ce que je peux vous aider? Je résume ça comme ça, de manière aussi banale. Bon, maintenant, moi je ne sais pas, quand ils les ont rencontrés, ce qu'ils leur ont dit. Sauf que j'ai pu entendre que cette opposition a commencé encore par fustiger le représentant spécial de l'ONU. Je ne sais pas pourquoi. En le prenant de partisan. Bon, sans que je sache fondamentalement, nous ne savons pas ce qui est à la base de ça. Est-ce qu'il était dans leur intention que les représentants des institutions internationales viennent ici pour dire, bon, allez, arrêtez le processus au Bénin? Ou bien parce que X et Y ne sont pas contents, on doit stopper le processus? Je ne sais pas. Et tout de suite, on taxe les autres de connivence du pouvoir. Vous voyez, ce sont ces habitudes-là qui font que nous n'arrivons pas à voir. C'est pour ça que je parle de voile. Nous avons un voile que peut-être, dont nous ne sommes pas conscients. Parce que ce n'est pas parce que j'ai les yeux ouverts que je n'ai pas un voile. Et le vrai voile, c'est ça qui nous fait régresser depuis 60 ans. C'est ça. Donc voilà ce que moi j'ai pu vous dire hein, sur la rencontre avec les institutions. Bon, je ne sais pas s'ils ont des éléments probants pour prouver ce qu'ils disent. Parce que moi, je n'ai pas pu lire ça, je n'ai pas pu l'entendre, je n'ai pas pu voir ça sur une chaîne où il y a des éléments probants pour mettre en cause la crédibilité. Non, mais ils estiment que ces organisations peut-être viennent après que le problème ait lieu, ne règlent pas réellement le problème qui se pose. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, que ces organisations viennent pour prendre le pouls. Donc c'est quand même normal qu'ils exposent leurs craintes, leur amertume, etc. Mais ces organisations devraient venir quand? Elles devraient venir quand? C'est ça. Ils n'ont pas dit quand est-ce que les organismes... Ils ne gèrent pas non plus l'agenda de ces organisations. Donc, ils n'ont pas le droit de dire qu'ils viennent tard. On est bien d'accord là-dessus. Ils ne peuvent pas choisir le tempo, le calendrier des organisations. Il ne leur appartient pas de le faire. Chaque organisation a son tempo, a son organisation, a son calendrier, a son agenda. Et les organismes internationaux interviennent selon qu'ils apprécient une situation de bonne ou de mauvaise. Maintenant, quand il s'agit de se rassurer véritablement, elles descendent sur le terrain pour dire, bon, ok, on va... Vous venez de passer ça tout à l'heure, j'ai pu voir. Et j'ai écouté M. Ibn Chambas, Mohamed. De l'ONU. Voilà. Je n'ai pas noté qu'il ait dit quelque chose qui compromette véritablement la neutralité de l'institution qu'il représente. Donc franchement... Moi, je pense que nous avons d'autres choses à faire. Oui, les deux, l'ONU et la CEDEAO, ont plus procédé à des exhortations, des exhortations à ce que les différentes parties évitent des propos qui vont entraîner peut-être l'insécurité.
C'était donc plus des exhortations. Et puis, il y a aussi, évidemment, la déclaration de la CEDEAO qui a constaté une évolution normale des choses du processus électoral. C'est pas moi qui l'ai dit, donc vous venez de dire ce que les institutions disent. Alors, il se peut que ceux qui se plaignent veuillent que ce fût le contraire exactement de ce que les institutions ont dit, eh bien, qu'elles disent. Mais si ce n'est pas le cas, c'est à eux de s'en prendre à eux-mêmes. Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de dire ce que vous voulez dire, ce que vous voulez entendre. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on respecte les règles en la matière. D'abord, il faut savoir que c'est des institutions, c'est diplomatique. Donc, en diplomatie, vous ne dites pas n'importe quoi et n'importe comment. C'est ça. À supposer même que la situation soit si sulfureuse, explosive et tout ça, ce n'est pas avec des mots que eux ils pensent là que les institutions vont le dire. Et s'ils doivent le dire, dans les déclarations publiques, il y a la manière de déclarer. Ensuite, quand ils parlent avec les deux côtés et face à face, ils savent les mots qu'ils peuvent utiliser. Donc, moi je crois que l'un dans l'autre, il faut que nous ne soyons pas toujours dans un besoin d'arbitrage de l'extérieur, que voilà, il faut que les autres viennent dire si tout se passe bien. Non. Vu qu'ils n'obtiennent pas satisfaction à l'interne, ils sont bien obligés de s'orienter. Mais à mon tour de dire, ce n'est pas le moment. On est déjà dans. C'est vrai que vous mettez en match. cause le timing choisi par l'autre camp. J'aurais bien compris. Est-ce que vous ne semblez pas aussi minimiser un peu le problème? Peut-être on peut dire que de votre position, c'est normal que vous exprimiez ainsi, puisque vous n'êtes pas allé quérir ces parrainages-là. Vous ne comprenez peut-être pas la difficulté de ces gens-là. Alors là, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire quelque chose. Si nous étions amenés à moi le Bénin à aller quérir les parrainages, nous aurions procédé autrement. Parce que nous savons le faire. Et à d'autres occasions, nous en avons donné la preuve. Je voudrais que nous retenions une chose. Dégager du sulfure, du feu dans un pays, ça ne fait pas avancer. Ça ne fait pas avancer. Quand nous avons atteint un niveau donné, il faut savoir prendre vraiment la chose telle qu'elle est et avancer, quitte à, je vous l'ai dit ici, quitte à ce que, au fur et à mesure que nous avancions, eh bien que nous améliorions. La preuve, regardez, on a dit qu'on a fait c'est pas qu'on a dit, on a fait des réformes politiques qui ont fait que, bon, voilà, plusieurs pôles politiques se sont fusionnés, ça a donné UP, ça a donné BR, et FCBE était là, ainsi de suite, moi le Bénin s'est créé, ainsi de suite. Mais ça n'a pas empêché que nous ayons 20 candidatures. Ça n'a pas empêché que nous ayons 5 candidatures plus ou moins dans le même parti. Et si je dois continuer, les mêmes personnes dans le même parti sont partis en indépendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre liberté de nous exprimer continue d'exister. Ça, c'est le minimum. Mais à côté de ça, c'est que nous avons ce qui est officiel. Et c'est ça le plus important. Aujourd'hui, peu de gens savent par exemple qu'aux États-Unis, il n'y a pas que 2 partis. Il n'y a pas que les démocrates et les républicains. Peu de gens savent qu'en France, il y a au minimum 15-20 partis. Et la preuve, quand vous faites les locales là-bas, le cantonal ou bien comment vous appelez ça, il y a de tout petits partis qui ont 1 ou 2 maires ou bien élus et tout ça. Tout ça, ça se règle avec la loi. Mais à partir du moment où la loi existe et qu'elle est là, on est obligé de la respecter d'abord. Après, vous dites tout ce que vous voulez. Et je vous donne encore un autre exemple. Dans la même France, quand vous voyez Marine Le Pen, à 2 semaines des élections passées, hein, à 2 semaines des élections, elle disait encore qu'elle n'a pas reçu encore tous les parrainages. Elle le disait. Mais elle l'a eu. Il y a une méthode. C'est là où je viens en venir. Il y a une méthode. On ne vient pas vous dire, bon, parce que nous sommes Damien, ou bien nous sommes Cosme, ou bien nous sommes Christophe, bon, nous méritons d'avoir tout sur un plateau d'or. Non. On fait des efforts.
et que l'humilité reste un maître mot dans nos comportements républicains. Quand nous avons à prendre la parole, à poser des actes devant le peuple entier, nous avons besoin d'être humbles. Et l'humilité, c'est aussi dans les actes. Parce que moi, je dirais jamais, conseillerais jamais, nous ne conseillerions pas au niveau de Mouel Bénin à un responsable de dire que si le parrainage, on lui donne, eh bien qu'il refuse. Mais c'est qu'il refuse la loi. Et qu'il n'ira pas quérir ce document. Mais c'est aller contre la loi. Mais quand nous allons contre la loi, c'est que nous nous mettons de côté. D'office, je me mets de côté quand je fais ça. Et donc nous, à Mouel Bénin, nous demandons aux uns et aux autres, nous prions les uns et les autres, d'avoir un comportement d'humilité face à leurs compatriotes. Parce que quand je prends la parole et que je me prononce au nom d'une frange de la population, qui est le parti politique, mais je porte la voix de beaucoup de gens. Donc je ne peux pas dire des choses qui en fait ne reflètent que moi, mon moi. Et le moi là nous a tellement tués dans ce pays. Nous sommes aussi à Mouel Bénin pour ça que nous essayons de fluidifier ou de désinfecter un peu le langage politique. C'est plus ou moins un paradoxe quand vous parlez de moi et qu'on voit le Mouel Bénin à part alors qu'il y a les grands pros, les grands ensembles. Je parle d'individus, je ne parle pas de moi. Vous comprenez? Je parle d'individus. Si et maintenant quand vous parlez de Bénin, si vous voulez qu'on parle de Mouel Bénin, je sais où vous voulez aller. Nous n'avons pas d'ego. Si nous avions d'ego, si nous avions autant nous nous prenions pour ceux que nous ne sommes pas. Nous avons eu aux élections législatives ce que vous savez. Un échec, un retrait donc de notre candidature. Au communal, pareil. Dans des conditions où il était vraiment quasiment clair que on devait pouvoir passer. L'avocat général, au tribunal, je vous le dis, à la Cour du peuple, l'avocat général a fini comment on appelle sa plaidoirie, en tout cas, par laisser ces jeunes aller aux élections. Vous n'étiez pas là, même moi je vous le rapporte. C'est ce qu'il a dit. En conclusion de sa plaidoirie. Et je ne vous dis pas les détails. Pour néanmoins, on nous a dit, on ne va pas. Mais nous n'avons pas mis feu à la République. Qui vous a dit que vous n'y allez pas? Si votre dossier est inconforme, bon, la Sénat a dit, bon voilà, si vous voulez que je vous dise. C'est ça. La Sénat n'a fait que son travail. Donc voilà, vous pouvez voilà. vous en prendre à vous-même. Et justement, nous en sommes pris à nous-mêmes. Comme vous dites, je vous prends un mot. Mais pourquoi ils ne veulent pas s'en prendre à eux-mêmes? Mais c'est ça. Le comportement républicain, c'est aussi ça, de respecter. De ne pas mettre feu en disant non, parce que moi, je suis tellement particulier, eh bien, il faut qu'on me laisse. Pourquoi? Tu as mis l'occasion après pour te remettre dans les rangs. Où est le problème? La République ne s'arrête pas quand un parti disparaît. La République ne s'arrête pas quand un groupe d'individus disparaît. Donc, je ne vois pas pourquoi il y a, encore qu'ici, ce n'est pas une disparition. Vous n'êtes simplement pas à une élection, c'est une échéance. C'est juste une échéance. Donc, vous avez plusieurs occasions après pour revenir à la charge. Si, tant est que ses frères, ses amis, ses collègues, je ne sais pas tout ce qu'on peut appeler ça, si tant est que il voulait vraiment que les choses changent, c'est en amont qu'il fallait travailler. C'est en amont qu'il fallait travailler. Je veux vous rappeler que les démocrates, c'est un parti qui a été créé tout récemment. C'est aussi ça. Bien que les acteurs, la plupart des acteurs, c'était des gens qui étaient là, des vieux Louveteaux, des vieux Briscard qui étaient là. D'accord? Mais quand même, le parti en entité, c'est nouveau. Donc, s'ils n'avaient pas pris part aux discussions antérieures, hein, qui ont eu lieu jusqu'à ce que la loi soit prise et tout ça, mais aujourd'hui, ça va être difficile pour eux de changer les choses. C'est ça. Ce qui me désole un peu, personnellement, c'est que tout ça, aujourd'hui, vienne un peu trop tard. Vraiment trop tard. Oui, l'opportunité. Trop tard. Il y a eu tellement d'occasions pour discuter de ces choses. Ils connaissent chacun des députés.
Monsieur Ondete, il a été vice-président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas n'importe quel. Et plusieurs fois député. Donc il connaît personnellement tous ceux qui sont aujourd'hui aux affaires. Il peut, si tant qu'il voulait inverser la tendance, discuter. On ne dit pas tout au micro. On ne dit pas tout au micro. Mais c'est ça. Justement, on ne peut pas tout dire au micro, donc on ne peut pas savoir à l'heure actuelle, comme je le disais tout à l'heure, qui dit la vérité ou qui ne le dit pas, quitte à l'opinion. Non, c'est la loi qui dit la vérité. Il n'y a qu'une chose qui dit la vérité, c'est la loi. C'est tout. Si le but, c'est d'aller chercher à savoir si effectivement UP et BR ont bloqué les gens, si c'est de ça que vous parlez comme vérité, pour nous, ce n'est pas une préoccupation. Ah ben ça doit l'être. Non, non, non. Ce n'est pas une préoccupation. Ce sont des discussions qui se font actuellement. Vous savez pourquoi ce n'est pas une préoccupation? Il y aurait eu, alors, ces événements non dénoncés jusqu'à ce qu'on dépose les candidatures et c'est après coup qu'on commence à dire « Ah, on nous a bloqué ». Non. Au moment où ça se faisait, ils n'avaient pas l'occasion. Le dépôt n'empêche pas la complétude, on peut toujours compléter. De toutes les façons, à la date où nous sommes, je pense qu'on attend que la Cour constitutionnelle. Il vaut mieux s'en tenir à ça. Parce que sinon, nous allons faire des discussions vaines. Et ça ne mènera nulle part. Celui qui est blessé et qui connaît son agresseur, eh bien, il le dénonce au moment où il a blessé. Voilà. Mais tu ne le dénonces pas, tu as fini de penser tes plaies, et c'est après tu commences à dire « Ah, mais il m'a fait une plaie qui m'a fait tellement mal, mais voilà, aujourd'hui, voici les cicatrices. » Non. Vous remettez en cause l'occasion qui a manqué peut-être, le bon timing qui a manqué à cette frange de l'opposition pour se plaindre, on va dire. Je ne remets rien en cause. Je dis juste, vous dénoncez le timing où ils étaient, on vous a entendu dire. Je ne remets rien en cause parce que, attention, nous sommes dans une république, ils sont libres de parler. Mais nous aussi, nous sommes libres d'objecter sur ce qu'ils disent. Sauf si on dit que chaque fois que l'opposition parle, il faut que tout le monde fasse le salam alek. C'est aussi simple que ça. Il y a en face des gens qui savent aussi parler. Et qui peuvent aussi argumenter. Il n'y a pas de salam alek en la matière. Eh bien, mais attendez. Donc, non, il faut pas que nous donner l'impression que quand quelqu'un se plaint, c'est parce qu'il a raison. Ça, c'est erroné. C'est erroné. Il a peut-être mal posé ses pas, ben on prend son pied, on le remet là où il faut, et puis il attend là, le temps de réfléchir pour reposer ses pas là où il faut. Monsieur Biaou, on va parler à présent de votre parti. Avec plaisir. Le Moël, le Bénin. Je sais que ça vous intéresse beaucoup. Mais c'est évident, on ne peut pas ne pas en parler avec vous sur le plateau. C'est avec plaisir. On a vu le chef de l'État à vos côtés le week-end écoulé, qui a participé donc à votre cérémonie ou bien votre organisation d'installation des différentes de cellules. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu pour, je vais dire, réparer une injustice? Normalement, cette question devrait être posée au président de la République. Mais je me permets de vous dire quand même une phrase qu'il a prononcée et qui peut-être répond à votre préoccupation. Au début, je paraphrase, hein, ce n'est pas exactement les mots, mais le sens, vous allez le percevoir dans ce que je vais dire. Au début, je n'ai pas été promoteur de Moël Bénin. Mais aujourd'hui, je vais travailler à ce que Moël Bénin soit connu. C'est la réponse à votre question. Mais l'attente aura été longue. N'obtient rien celui qui ne sait pas attendre. N'obtient rien celui qui ne sait pas attendre. Et c'est une preuve que justement à Moël Bénin, nous on n'est pas créés parce qu'on veut des prébandes, on veut être tout de suite être vu de la République. Non. D'abord, c'est des gens qui ont quelque chose et qui font pour la République. Chaque jour, quand ils se lèvent, ils vont à des endroits où ils travaillent pour que le Bénin avance. Et qui ont justement perçu que le management national actuel permet véritablement que cela davantage s'amplifie. Et donc, ils se sont dit, eh bien, si nous nous mettions ensemble, eh bien, nous serons encore plus forts. Et c'est ce qui s'est fait. Donc, c'est pourquoi nous,
On n'a pas des exigences immédiates. Il faut que ça soit satisfait. Et que si ce n'est pas satisfait, allez, on ferme la porte. On commence par dire non, parti salon là, il ne vaut rien, ainsi de suite. Non. C'est comme ça la République avait été gérée. Des gens qui avaient un petit groupe d'intérêt et qui exerçaient cet intérêt-là sur le président de la République, celui qui dirige. Et chaque fois qu'il y a une friction, ils mettent en haut ce drapeau-là pour dire, bon, ok, nous on va te faire ça tout à l'heure. Et ils se le faisaient. C'est ça justement. Mais moi, le Bénin, ce n'est pas ça. C'est une autre philosophie. Nous sommes des bâtisseurs, des constructeurs, des gens qui savent véritablement où ils veulent aller. Et qui sont patients, nous sommes fidèles et loyaux. Dans notre coopération avec le président de la République, nous sommes fidèles et loyaux. C'est pour ça que vous n'allez pas noter des déraillements, ni dans les langages, ni dans les comportements. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. Et ceux qui pensent que nous nous perdons, ou bien que nous perdons le chemin, je crois qu'ils ont commencé par avoir leur réponse. Ce n'est pas à moi de leur en donner davantage. Mais les jours à venir, ils comprendront qu'il y a dans la République des gens qui peuvent faire autrement et quand même faire progresser le pays. Et c'est ça, cette frange-là, que nous voulons incarner. Et si il y a des gens comme vous, qui sont assez jeunes, que je vois un peu partout, et qui comprennent que véritablement, pour qu'une République avance, on n'a pas besoin de faire du marchandage tout le temps à ceux qui dirigent, eh bien, ils vont nous rejoindre. Et puisque vous parlez des jours à venir, donc on s'interroge sur, excusez du peu, l'utilité de Moël Bénin aux côtés de Patrice Talon, parce que vous n'avez aucune expérience des urnes, vous n'avez aucune expérience, je vais dire, des élections. Qu'est-ce que vous voulez apporter concrètement? C'est vrai que vous avez soutenu le PAG, etc., on l'a vu faire. Vous voulez savoir ce que nous allons apporter? Évidemment, puisque c'est la question. Moi, je vous dis, nous apportons déjà. Et si nous n'apportions pas, ça fait la 3e année que nous sommes là, vous venez de le dire, le président ne se serait pas dit, finalement, il faut quand même que j'aille là-bas. Pour voir ce qu'il... Et ce qu'il a vu le jour-là, je pense, il serait bon peut-être que vous travailliez à lui poser la question directement même. Malheureusement, c'est pas lui qu'on a en face, c'est vous. Journalistiquement, ça se fait, même si c'est dans une allée quelque part, prenez-lui 2 minutes, il va vous dire véritablement ce qu'il en pense. Non, c'est pour vous dire que nous avons beaucoup à apporter. Et nous apportons déjà beaucoup. Toucher du doigt ce que vous voulez apporter ou bien ce que vous apportez déjà. Parce que peut-être certains ne le voient pas. En quoi ils veulent le voir? Parce qu'on ne voit quoi? On ne voit que les responsables. On ne voit que des gens qui sont à des postes. Qui sont à des postes surtout politiques. C'est ça, c'est ce que vous voulez dire. Vous n'avez pas de maire, vous n'avez pas d'élus, vous n'avez pas de députés. Donc vous ne pouvez rien apporter. Mais ça, c'est une erreur. Non, mais je n'ai pas dit ça, je demande. Ah non, mais attendez, quand vous dites ça, qu'est-ce que vous apportez? Vous voulez que je vous dise que nous apportons 2000 tonnes de coton? Ou bien, non, nous apportons au plan politique à faire connaître le PAG et à soutenir les réformes. Et le président, il a dit, nous l'avons soutenu dans ces réformes, dans toutes les réformes qu'il a initiées, jusqu'au bout. Nous n'avons jamais flanché. À aucun moment, nous n'avons relativisé une réforme. Parce que, justement, nous étions bien informés de ce que ça apporte. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Quand les gens ne sont pas bien informés de ce que une réforme apporte, eh bien, bon, ils sont là à se poser des questions. Donc vous avez contribué à la vulgarisation. Nous, on l'a fait. On l'a fait et on le vit d'ailleurs. Hein? On n'a pas que faire, on n'a pas que parler. On l'a vécu avec lui. Avec son gouvernement, avec ceux avec qui nous travaillons, députés, ministres ou autres, dans n'importe quel secteur, nous soutenons. Et nous le faisons sans état d'âme. Sans même nous poser des questions. Parce que pour nous, c'est la voie. Il faut passer par là pour que le Bénin demain soit grand. Le Bénin grand, c'est notre rêve à nous. Nous ne voulons pas aujourd'hui, le Bénin d'aujourd'hui, là, seul, là, c'est-à-dire, je prends mes intérêts et puis ça y est, quand j'ai pris mes intérêts, c'est que la République se voit. Aujourd'hui, ce que ça a donné, le résultat, c'est ça. Ils ont cassé tout, ils ont tout démoli et puis on en est là à tout reconstruire. C'est ça le problème. Et puisque vous portez donc c'est ce que justement nous apportons ça. Nous apportons ce soutien en disant clairement ce qui se fait et en expliquant ceux parmi nous qui ont la chance, par exemple, de vivre sur les projets
et qui exécutent le projet, ils ont les détails qu'ils expliquent aux gens, aux uns et aux autres, pour dire voilà, ce que vous ne savez pas, c'est telle chose qui se fait, qui se fait, qui se fait. C'est ça. Donc, je pense que, humblement, nous avons apporté notre contribution. Et celui à qui on apporte quelque chose, je vous en prie, madame, quand il le sait, ça suffit d'abord, à part que les spectateurs seront toujours là à dire il n'apporte rien, il n'apporte rien, jusqu'au jour où ils vont voir que c'est peut-être eux qui se trompaient. C'est l'essentiel donc pour vous, je le disais, puisque vous apportez, ou plutôt puisque vous contribuez donc à la vulgarisation de ces réformes-là, donc vous soutenez ces différentes réformes. On s'interroge aussi pourquoi Moël est à part, pourquoi Moël n'a pas voulu peut-être se rassembler autour des autres, se mettre ensemble avec les autres. C'est peut-être un choix de votre parti, on ne peut vous en vouloir pour ça, mais quelles étaient vos garanties? Je parie, je ne suis pas très sûr, hein, mais je parie que si on prend la plupart des journalistes, ils vont vous dire que Moël Benin est né après UP et BR. C'est faux. C'est tout faux, justement. C'est là le problème. Nous avons créé le parti parce que nous étions dans un idéal donné. Mais les journalistes ne sont pas au sein de votre parti, donc ils ne peuvent pas savoir quand est-ce que vous avez créé, je vais dire, peut-être avant la présentation officielle. Ce sont eux qui prétendent, et que d'ailleurs la République, à qui la République a donné le rôle d'informer. Donc c'est pour ça que j'ai ciblé cette frange-là. Donc je ne les fustille pas. Ce n'est pas pour fustiller. C'est dire combien l'information n'est pas bien partagée par tous. Moi, le Bénin est né avant tous ces partis-là. Mais c'est l'acte de la présentation que peut-être qu'on considère tous. C'est évident qu'on ne sache pas quand l'idée a germé. Donc, je vous dis, le jour même de l'acte, là, si vous prenez les actes de naissance, là, hein, de ces partis-là, moi, le Bénin est créé avant UP. D'accord. D'accord. Le problème est réglé. Okay. Donc, pour cela, hein, nous pensons que nous avons créé notre parti en juillet. D'accord? Et une loi est venue juste après, je crois 2 ou 3 mois après. Il fallait se conformer ou rentrer dans un groupe. Mais voyez, un bébé qui naît tout de suite et qui ne sait même pas encore parler, qui sait rien faire. On lui dit d'aller rester parmi des gens qui ont déjà fini de prouver ce qu'ils ont à prouver. C'est difficile d'apprendre. Tu n'apprendras pas à marcher comme ça, là aussi. Tu apprendras juste à être là. Donc, nous disons, faisons nous-mêmes nos expériences, là, même avec les échecs. Et on en a connu, c'est bien. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir dans quel parti il y a plus de gens bloqués dans leur tête sur le fait que quand il y a une difficulté, c'est qu'il y a la solution derrière. Ça nous a formés. Je serais dans UP ou BR, je n'aurais pas eu cette expérience-là. Mais nous, ça ne nous gêne pas de faire ce chemin. Le moment venu, nous n'avons, d'ailleurs, vous le savez très bien, aux dernières élections, nous avons fait campagne avec UP. Nous ne prenons pas les autres partis comme des ennemis. La seule chose, c'est que pour l'instant... vous vous êtes retiré. D'où? Je vais dire d'un accord que vous avez eu Non, c'était circonstancié. C'était circonstancié, c'était juste pour ces élections-là. Donc, attention, c'est pas qu'on s'est retiré. Donc, peut-être qu'il y aura encore un autre accord. C'est ce que je vous dis. C'est ça, le début de mon intervention, vous devez avoir compris que, pour nous, la République, c'est un ensemble d'individus, de citoyens, qui réfléchissent à comment améliorer leurs relations. Ce qu'on ne comprend pas, c'est des accords circonstanciels dont vous parlez. Vous refusez d'être dans l'ombre, mais vous faites des accords pour des moments précis. Pourquoi ces accords si ce n'est juste pour l'occasion? La démonstration que je suis en train de vous faire, c'est vous dire que nous ne sommes pas des gens bloqués. On n'est pas bloqués. On n'a absolument pas je vais dire, on n'a pas mis un béton entre les autres et nous. C'est que tout se passe dans une république avec la dynamique du temps. Il faut laisser le temps faire les choses. Quand un processus est mûri et qu'il est prêt à être exécuté, il se fait tout naturellement. C'est tout.
C'est certainement parce que les circonstances actuelles ne permettent pas. Qui vous dit que demain, ça ne va pas se faire? Nous, on n'a pas ce dialogue de dire, bon, voilà, les autres là, c'est des diablotins, eh bien, nous sommes les Saint Jésus. Non, pas du tout. Pas du tout. Sauf que nous voulons faire une expérience telle que nous l'avons conçue. Quitte à ce que la République et les Béninois nous disent, ce n'est pas la bonne manière. Eh bien là, j'utiliserai l'autre mot. On aviserait. Voilà. Donc, non, rassurez-vous, rassurez-vous. Moi, le Bénin n'est pas là pour... Vous savez, quand on était né, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? C'est Patrice Talon qui a formé ce petit groupe-là pour créer des problèmes aux autres. Les gens, on a entendu ça. On a entendu ça. Et voilà, les deux élections qui ont suivi, donc les deux échéances qui ont suivi la création de Moelle Bénin, voilà ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un qui a véritablement créé un instrument pour faire des problèmes aux autres aurait fermé les yeux sur le fait qu'on dise qu'ils n'iront pas aux élections? Donc tout ça, c'est-à-dire nous on a trouvé ça, c'était pas bon à notre endroit, mais c'était dans le landerneau politique digeste pour nous, c'était une bonne chose, c'était de la bonne matière, nous l'avons prise, nous l'avons digérée, nous l'avons malaxée, nous avons sorti ce qui est sorti pour que le président de la République se dise, à un moment donné, il faut quand même que je regarde du côté de ce groupe-là qui parle de moi, qui soutient mes actions, qui fait les choses comme je l'aurais pensé et qui prolonge mes actions sur le terrain. Donc c'est tout. Nous n'avons pas, je le répète, de complexe. Vous avez voulu faire votre expérience. Nous faisons notre expérience et nous allons en tirer comment on appelle, les leçons le moment venu et puis on verra s'il était nécessaire d'aller quelque part ou pas. Mais pour l'instant, nous gardons tel que nous... Parce que imaginez que je vous dise aujourd'hui, moi le Bénin, jamais des mots aussi, je vais dire, irrespectueux vis-à-vis de la République. Je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là. Je vous dirai tout simplement que la dynamique d'un peuple, c'est le dialogue permanent pour construire. Et donc, nous restons dedans. Mais nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes nous. Jusqu'à ce que eh bien, les circonstances nous montrent le contraire. Et nous n'avons absolument aucune animosité vis-à-vis de qui que ce soit. Je dis bien qui que ce soit. Aucune animosité. C'est ça. Nous prenons tout simplement l'espace pour voir comment les choses pourraient se passer si effectivement on devait aller plus loin. Je ne dirai pas plus parce qu'il y a des choses derrière que je risque de vous annoncer. Bon, voilà. Mais on est preneur des annonces. C'est pas. Nous sommes à l'heure du... trop tôt. Nous sommes à l'heure je laisse ça pour la prochaine fois. D'accord. Nous sommes à l'heure du bilan, Monsieur Baba Toundé, le bilan des réformes politiques, le bilan du PAG. Bientôt, ce sera donc ce bilan que vous irez vendre. Où en est Moelle Bénin avec ce bilan? Le bilan? Oui. Ben, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est tellement... C'est long. Donc, nous allons peut-être aller voler par voler et on pourra dire peut-être un certain nombre de volets, on ne pourra pas tout dire. Parce que même une journée ne suffirait pas pour présenter le bilan des 5 ans que personne n'a vu venir. Personnellement, je n'ai pas vu que le président Talon vient de faire 5 ans. Tellement les choses sont allées vite. Tellement les choses sont allées vite. Vous vous rappelez que jusqu'à 24 mois après son arrivée au pouvoir, c'était un raillet. Il disait même gouvernement, je vous laisse compléter le mot, gouvernement maquette. Mais les maquettes, c'est quoi? Les maquettes, c'est la représentation de ce qui devrait être fait, ou bien sera fait très bientôt. Et aujourd'hui, je n'entends plus personne parler de maquettes. C'est des projets qui sont déjà exécutés. C'est sur le terrain. Alors, si vous voulez que je parle de ce bilan, je commence peut-être par... On va commencer d'abord par les réformes, le bilan des réformes politiques, avant d'en arriver au PAG, même si on en a une idée déjà. Ok. Le bilan des réformes politiques, vous avez bien vu que nous venons d'en parler, on a côtoyé un peu ça. Et la création de grands ensembles politiques, la diminution en fait du nombre de partis politiques a été une action phare du président de la République. Et il en était convaincu.
Et d'ailleurs, il nous a fait rire et lui-même en a souri en disant que il ne croyait pas qu'il puisse en exister encore plus que ce que lui, il pensait. Mais que, bon, à la réalité, on en est là, que la République continue, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des retouches à faire? Justement, c'est de ça que je parle. La République continue veut dire qu'il y a des discussions qui pourraient se mener pour qu'on améliore ce qu'on a fait. Mais attention, ce n'est pas pour revenir en arrière. Ce n'est pas pour dire, bon, ok, on laisse tout tomber, on repart comme on était. Ce n'est pas le sens, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'améliorer. C'est d'améliorer. C'est de voir véritablement qu'est-ce qui a bloqué et qui était véritablement un frein pour que les choses avancent. Donc, dans ce sens-là, je crois que les uns les autres pourront réfléchir et voir ce qu'il faut améliorer. Mais moi, je pense, à titre personnel d'ailleurs, que là où nous en sommes aujourd'hui, on a fait de grands pas. On a fait de grands pas. Et qu'on en arrive à obtenir une dizaine de partis, ça devient une très bonne chose. Mais l'illusion, c'était de penser qu'on pouvait décréter que bon, il n'y aura que 2 ou 3 partis. C'est-à-dire, dans une société des humains, il faut faire très attention. Et nous avons appris à le faire sociologiquement, ça ne tient pas toujours. La preuve, c'est que même dans une famille, il y a toujours des discordances. Pas pour qu'un frère ne devienne plus frère de l'autre, mais il y a quand même des points de vue différents. Donc, moi je pense qu'il est important que ce que nous avons pu faire au plan politique jusqu'à aujourd'hui, qu'on puisse le réfléchir davantage, le peaufiner, l'améliorer, dans l'intérêt de la République, non pas dans l'intérêt des groupes. Parce que quand on fait des choses qui sont dans l'intérêt du groupuscule de certains, finalement, ça explose. Voilà. Donc, il faut faire en sorte que tout le monde se retrouve et qu'on se dise, bon, voilà, voici le chemin à suivre. Mais, de grâce, madame, on n'aura pas ça dans une république. Jamais, 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 vous n'avez un point de vue commun, tous. Ce n'est pas possible. Sauf si ce n'est pas la terre des hommes. Vous n'aurez pas un point de vue commun. Il y aura toujours des oppositions à des positions ici, mais on va améliorer au fur et à mesure, jusqu'à ce que ça devienne ce que ça devienne. Les États-Unis, je vous l'ai dit, il n'y a pas que 2 partis. Mais, officiellement, c'est 2 pôles. C'est comme ça. Donc, que les gens tolèrent qu'on dise que, bon, voilà, même s'il y a des réformes, que certains s'expriment de l'autre côté, ça ne gêne pas. Pourvu qu'ils y trouvent leur compte. Et quand on parle du PRG, vous avez peut-être la chance au niveau de Moël Bénin d'avoir plus ou moins, je vais dire, un responsable chargé des infrastructures. Quand on prend ce volet de ce programme-là, qu'est-ce qu'on va retenir? En dehors, bien évidemment, des routes qui sont tracées ça et là, on l'a tous vu. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous parlez des infrastructures et vous dites en dehors des routes. Mais les infrastructures, c'est d'abord les routes. En tout cas, ce ministère-là. Ce ministère, il est fait pour construire les routes. C'est son rôle. Il n'y a pas un autre. Et je pense que le président, quand il est arrivé à notre assemblée la dernière fois, il a témoigné. Il a témoigné de ce que celui dont vous parlez, c'est Jacques Ayadji, c'est le président de notre parti, qui est directeur général des infrastructures, eh bien, qu'il est un cadre compétent. Et que donc le rôle qu'il a confié, il a suffisamment bien assumé et très bien assumé. C'était sous nos ovations. Parce que c'est quand même un témoignage de celui qui t'observe, celui qui est ton chef. Voyez-vous? Et moi qui vous parle, quand je suis dans un groupe comme ça, je n'ai qu'une fierté. Je n'ai que de fierté. Et il n'y a pas que Jacques Ayadji. Il y a plein de responsables qu'on ne voit pas justement, mais qui travaillent sur non seulement les infrastructures, mais sur beaucoup d'autres volets de PAG, des infrastructures, de l'eau, de la santé, ainsi de suite, dans beaucoup de secteurs. C'est pourquoi je vous dis que nous ne sommes pas que des laudateurs du président de la République. Nous voyons des actes qui nous ont convaincus. Ce n'est pas parce qu'on est là pour des louanges et acclamer, non. Nous sommes à des postes de données, nous voyons des choses qui se font et qui hier se faisaient aussi, mais pas de la même manière. Et nous avons, en tant que spécialistes, eu le temps de comparer. Et quand tu fais une comparaison et que tu es de ton domaine, tu dois pouvoir rapidement dire ça quand même c'est meilleur à l'autre. Et c'est ça qui fait la différence.
C'est justement ça qui fait la différence. Parce que certains se prennent même à se dire, mais comment se fait-il que ceux-là, ils soutiennent Patrice Talon? Ceux-là, quand ils disent ceux-là, c'est parce qu'ils connaissent plusieurs d'entre nous qui ont été toujours rebelles. Ça, il faut le dire. Rebelles en ce sens qu'ils pouvaient dénoncer tout et à tout moment. Mais aujourd'hui, que ceux-là soient ceux qui prennent vraiment le bâton de pèlerin pour dire ce qui se fait là, c'est convaincant, c'est bon, mais c'est quelque chose qui les étonne. Et certains nous en ont voulu, mais aujourd'hui, ils sont rentrés dans les rangs, comme on le dit, et ils ont compris en fait de quoi il s'agit. Donc, parlant du PAL, les routes, quand même, je ne vais pas bouder le plaisir que vous me donnez de vous citer les routes. Parce qu'il est important que les Béninois sachent ce qui s'est fait en un laps de temps. Et quand je commence du nord, eh bien voilà, la route que moi j'appelle personnellement, hein, puisque je connais très bien la région, la route touristique, que j'invite tous les Béninois à aller voir. Tous les Béninois. S'il est possible, on va l'organiser pour que certains aillent voir. Et les journalistes, certainement, de iTélé, nous allons vous prendre, on va vous amener voir la route touristique qui relie la frontière du Togo au Bénin, en passant par Boukoumbe et en descendant sur Nati Tengu. 60 km seulement. Mais vous allez voir qu'on peut véritablement bouger les choses dans un pays quand on veut. Cette route-là, je l'ai pratiquée quand elle était cabosseuse, quand elle était impraticable. Je l'ai fait en moto, je l'ai fait en bâché 4x4. Je vous parle des années 90. Et je connais donc son état, mais aujourd'hui, si vous y allez, vous aurez du plaisir à rouler. C'est déjà ça. Et les effets induits, et je m'arrête juste d'abord à ça, pour dire les effets induits de la construction d'une route, nous n'avons pas idée. Quand je roule sur une route, ou dans un état tel qu'il a hanté, il me cassait mes pneus, il me bousillait les pièces, les rotules et tout ça, et que je réparais toujours ma voiture, chaque fois que je roulais là-dessus. Et que donc, aujourd'hui, quand j'arrive à rouler librement, je peux faire des kilomètres, prendre du plaisir. Quel est l'effet induit? L'économie personnelle. J'économise énormément. Non seulement en monnaie, mais en temps. Et ça, nous n'arrivons pas à connecter ça avec ce que certains appellent le social. C'est bien du social. Parce que quand j'agis sur la vie de quelqu'un de manière à ce qu'il dépense moins ses revenus, eh bien c'est du social. Donc quand j'ai fait une route de ce type-là, et que je permets aux paysans de vite aller au marché, moi qui connais très bien cette région-là, je ne suis pas de là-bas, pour que certains sachent, parce que il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Quand tu quittes le marché, de Boukoumbe plutôt, tu es paysan, et tu veux aller au marché de Natengu, et que tu prends moins de temps, tu payes moins en taxi. Mais tout ça, j'agis. Le gouvernement agit indirectement, sinon directement d'ailleurs, sur la vie de cette personne-là. Et donc le social que certains essayent d'évaluer en numéraire, mais je crois que c'est une erreur. Parce que parlant du social, c'est comment vivre bien, c'est tout. Qu'est-ce qu'on appelle social? Faire en sorte que le vécu quotidien de chacun soit meilleur. Donc on retient que cette route, elle est, je vais dire, totalement praticable et ça impacte le quotidien des riverains. Je suis ingénieur et je peux vous dire que c'est pas que totalement praticable. On prend du plaisir. Parce que, vous voyez, vous prenez aussi du plaisir, on parle et on constate ce plaisir. Voilà, on prend du plaisir quand on sait rouler. Parce que quand vous roulez et que vous aimez la nature comme moi, vous avez les escarpements, vous avez les vallées, vous avez des choses merveilleuses de la nature que les cotonnois qui n'ont que l'habitude de la mer, quand Dieu leur en donne parfois même la chance, eh bien, il faut que nous allions découvrir ce qui se fait. Donc, je suis très sérieux quand je parle de ça. Nous n'avons pas à railler les actions d'un gouvernement qui a impacté et a travaillé à ce que les gens vivent mieux. Oui, la population peut-être de la zone n'est pas devenue riche subitement en numéraire, mais elle est riche en cela qu'elle peut aujourd'hui se mouvoir et aller où elle veut. On peut se soigner très vite. Les tracasseries donc sont limitées. Les tracasseries sont limitées. Une femme enceinte qui doit par exemple aller à Natengu à l'hôpital,
qui est l'hôpital de zone, eh bien, elle ira plus vite. Elle n'aura pas de cette difficulté-là. Alors qu'avant, il fallait prendre des vallées de près de 20 mètres, 25 mètres de hauteur, descendre, remonter, ainsi de suite. Je demande à ce que plusieurs s'intéressent à ces zones-là pour que nous comprenions en fait ce qui a commencé par se faire dans ce pays. Vous avez voulu citer un exemple, donc j'ai pris cet exemple pour montrer un peu l'ancrage de ce travail-là. Je n'ai pas fini. Au tourisme en général. Parce qu'à côté, il y a la Pendiari. Et quand vous allez un peu plus à l'ouest, à l'est plutôt, il y a le Douvé, mais il y a la Pendiari. Donc, toutes ces choses-là qui se font, vous m'avez demandé de parler de PAG, donc c'est pour ça que je suis en train d'aller dans certains détails. On ne va pas y aller. Je vous avais prévenu. En fond. Oui, mais je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Brosser l'essentiel. Je vous avais prévenu. L'essentiel. Non, il vaut mieux dire les choses et accentuer sur ce qui capte l'attention. Et c'est ça le problème. Quand vous faites un arrimage, je prends des touristes qui viennent à Cotonou, on les amène à Natengou, et qui doivent aller au parc Pendiari. Ils vont au parc Pendiari. Aucun touriste ne va bouder le plaisir de bifurquer à gauche, soit dit en passant. Parce que, justement, ce qu'ils veulent découvrir est là aussi. La route est d'essence touristique. Et cette route-là, c'est une route touristique. Et je demande d'ailleurs au gouvernement, on va trouver peut-être un baptême spécial pour cette route-là. J'en suis convaincu, parce que je sais que si nous faisons de ça quelque chose d'important, eh bien, les revenus vont tomber aux populations riveraines. Donc voilà un peu l'arrimage que moi je fais sur ce travail qui est fait. Voilà. Alors, si vous voulez que je vous parle d'une autre route, on n'en a plus vraiment. Bon, je vous donne juste je vous donne une route seulement. Une route seulement. Très rapidement. Voilà, celle que nous connaissons le mieux au Bénin. Hein, que nous pratiquons le plus, c'est celle qui relie Cotonou à Boïkon, à Dassa, à Parakou. Actuellement, le tronçon Dassa-Parakou est en train d'être repris, réhabilité. Et je souhaite que ceux qui en ont l'occasion s'arrêtent pour voir un peu ce qui se fait là comme bitume. Pour comprendre, en fait, pourquoi nous disons que les choses ont changé. Parce que nous ne parlons pas en l'air. Nous savons de quoi nous parlons. Et dans la zone, je ne vais pas vous ennuyer davantage, mais c'est que je suis en train de vous dire que 2 barrages pour mobiliser les eaux potables sont en train d'être construits et un est terminé. 2 millions de mètres cubes. Les Béninois ne savent pas ça, les Cotonois ne savent pas ça. Les populations qui vivent les difficultés de ces régions des collines, c'est justement dans les collines, mais elles savent l'importance de ces barrages-là qui sont en train d'être construits. L'un est déjà terminé aujourd'hui, prêt à être mis en exploitation. Mais on attend un peu parce qu'il y a des équipements qu'il faut ajouter à ça, qui sont commandés. Là, vous nous faites explorer votre côté acteur du secteur. Vous avez demandé, je vous avais prévenu que si vous voulez qu'on parle, on va parler de ce qui se fait. Ma question suivante, elle est dans le même sens. C'est juste par rapport à la disponibilité de l'eau potable, l'eau dont vous parlez. L'eau, elle est certes disponible, mais certains remettent en cause l'accessibilité. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. L'eau, elle est disponible, elle est là, elle n'est pas accessible. Mais l'achat. Voilà. Que les Béninois retiennent. Je ne sais pas si vous pouvez faire un gros plan sur ma tête là, que les gens regardent. Aujourd'hui, les villageois payent plus cher l'eau que vous et moi. Les villageois payent plus cher l'eau que vous et moi. Vous, si vous prenez votre facture Soneb, vous allez voir que vous payez peut-être autour de 450, 500 et quelques. Mais le villageois, il paye à 1000 francs le mètre cube d'eau. C'est ça le problème. Parce qu'en allant acheter une bassine à 25 francs, 30 francs, 40 francs, si vous multipliez et que vous allez comptabiliser ce que ça fait en mètre cube, vous êtes autour de 1000 francs. Qu'est-ce qui est plus cher? Le villageois paye plus cher l'eau. Donc, ceux qui tiennent ce langage, c'est qu'ils ne connaissent rien en matière d'eau.
En matière de distribution d'eau, ils ne connaissent absolument rien. Et aujourd'hui, vous avez deux secteurs qui approvisionnent le Bénin en eau. Il y a le secteur rural, la NAEPMR, c'est une agence, et la SONEB, dans son rôle ancien, amélioré, qui continue de faire dans les grandes villes. Maintenant, pour les petits villages et autres, les arrondissements périphériques, c'est la NAEPMR qui s'en occupe. Et justement, la finalité, quand la NAEPMR aura installé tous ces réseaux, c'est de confier ça à des concessionnaires qui vont gérer et qui vont payer des redevances à l'État béninois. Le gouvernement du Bénin est en train de travailler à ce que l'eau, effectivement, cette eau-là, que la NAEPMR aurait mobilisée et fait distribuer par des concessionnaires, ne soit pas, effectivement, à 1000 francs, comme aujourd'hui. Et donc, moi, je m'insurge. Vous avez bien vu que j'ai pris un air suffisamment sérieux contre ceux qui disent ces choses-là et qui ne savent pas ce que ça veut dire, la facturation de l'eau. Et je vais vous dire, l'eau qui est distribuée dans nos tuyauteries, elle ne revient pas à 400 et quelques, tel qu'on la facture. Une partie est subventionnée par l'État béninois. Depuis toujours, les gens ne le savent pas. Parce que le prix de revient, effectivement, du traitement de l'eau, quand on l'a sorti des forages, et qu'on l'a fait passer dans tous les équipements de traitement et tout ça, mais ça revient déjà au-delà de 1000 francs. Le mètre cube, je veux dire. Bien sûr. Alors, donc, voilà un peu ce que l'État béninois est en train de concocter pour que les populations les plus vulnérables qui n'ont pas assez de moyens, eh bien, ne payent pas plus cher l'eau que le citadin. Alors qu'une fois pour de bon, les gens comprennent que c'est un mauvais procès qu'ils font à l'État béninois. Que de dire que l'eau sera disponible, mais elle ne sera pas accessible. Je ne sais pas quel est le mot que vous avez utilisé. Non, mais ce n'est pas possible, quoi. Qu'on ait mis de l'eau à des populations en quantité et qu'on dise qu'elles ne vont pas consommer. Mais comment faire pour que ces villageois dont vous parlez payent moins cher aussi? Mais c'est ça que je vous dis, c'est une structure, c'est une politique. C'est une politique. L'impact sera important, c'est l'impact le plus important. Mais le président de la République, vous l'avez suivi, il a dit qu'en 2022, on aura de l'eau pour tous. Et pour lui, pour nous tous, et nous y croyons, tous les acteurs qui sont dans le domaine, cette eau-là, on ne peut pas la vendre plus cher à celui qui est plus pauvre. Ça sort vraiment de l'entendement. Et ça, c'est aussi la solidarité nationale qu'il faut faire agir. Parce que nous qui avons les moyens ici, et qui pouvons payer à 1500 l'eau, qui pouvons payer l'électricité un peu plus cher, déjà que nous râlons déjà depuis que la réforme sur l'électricité vient d'avoir lieu, mais nous sommes capables de laisser nos climatiseurs toute une journée, de laisser des lampes toute une journée, de gaspiller, oubliant que chaque fois que nous laissons un interrupteur en marche, eh bien, ça tourne là-bas. Donc le gaspillage, nous ne gérons pas ça, et puis après nous nous plaignons. Alors, le gouvernement, aucun gouvernement, en tout cas le gouvernement actuel qui travaille à ce que les populations vivent mieux, ne peut pas se permettre de laisser les opérateurs vendre l'eau chère à des gens plus chers et plus pauvres. Mais je dis à nous-mêmes, population, ceux d'entre nous qui en ont les moyens et qui peuvent s'acheter des voitures climatisées et qui peuvent se construire des villas de 200 millions, de 300 millions, nous devons être capables de mettre de l'argent, de mettre la main dans la poche pour influencer la vente éventuellement à perte qu'on aurait eu sur ces zones-là. C'est ça qu'on appelle solidarité nationale et la mutualisation des forces. Et ça, c'est entre autres ce pourquoi moi le Bénin se bat. Parce que en réalité, les gens nous ont mis tellement de politique en avant que notre vécu quotidien nous est occulté. On ne nous dit pas en fait comment nous pouvons devenir vraiment plus forts, vivre mieux. C'est ça plutôt ce que nous faisons. Et nous avons pris le bâton de pèlerin pour expliquer ces choses-là, que le travail que le gouvernement fait, voici la finalité. Et c'est ça, c'est l'un des points que je viens de vous expliquer. Donc voilà, si demain vous avez une voiture et que vous savez faire les statistiques, oui, vous allez constater entre le moment où vous l'avez pris et que la route n'était pas bonne, et ce moment-ci,
eh bien, vous allez faire combien de fois vous êtes allé, vous allez faire vos comptes, combien de fois vous êtes allé chez le mécano. Déjà, rien que ça. Et ça, c'est des petits impacts selon nous, mais qui ont une influence globale sur le développement d'un pays. Et que nos chers politiques, qui sont tellement politiques qu'ils ne peuvent pas que parler de politique, eh bien, ne veulent pas ouvrir. Ces débats-là, c'est le vrai débat. Hein? Ce sont des vrais débats sur lesquels nous sommes à l'aise à expliquer. Parce que nous sommes là pour ça aussi. Chacun prend son côté. Malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps, M. Biao. Déjà nous allons conclure sur, bien évidemment, sur la stratégie, je vais dire, de Moual Belin pour la campagne qui vient. Comment comptez-vous y aller? Est-ce que ce sera en solo ou bien vous comptez faire des alliances, encore des accords pour pouvoir faire gagner peut-être votre duo? Juste la stratégie, pas pour faire... Non, j'essaie de regarder vos mots. Vous dites accord. Quel accord? Il n'y a plus d'accord. On a un candidat. Mais vous pouvez vous entendre pour justement porter votre candidat Attendez. On a un candidat. D'accord? Que 5 partis soutiennent. Hein? Les 5 partis qui soutiennent le président de la République, ils se parlent. Donc, même si... Et ça, je veux qu'il y ait cette nuance-là. Même si vous voyez que UP va faire un meeting, ou BR va faire un meeting, ou que Mouel va faire un meeting, cela ne veut pas dire que chacun va dans son camp pour faire la campagne. C'est aussi une manière de faire savoir que nous portons individuellement la candidature, mais qu'ensemble, autour du candidat, quand les campagnes vont arriver, eh bien, vous verrez ce qui va se faire. Mais, je vais vous préciser que Moual Belin, à l'heure où je vous parle, est déjà en train de constituer ses cellules. Dans chaque département, s'il vous plaît. Dans chaque département et dans chaque commune. Donc, on constitue les cellules. C'est comme ça que ça se fait. Hein, les autres aussi vont le faire. Et donc, dans chaque pôle, les cellules vont se mettre ensemble pour faire la campagne des candidats. Parce que vous n'imaginez pas que, par exemple, le président vienne et que chacun vienne mettre sa pancarte. Non. On sera tous ensemble pour battre campagne et on le fera selon nos spécificités chacun. Mais je pense qu'on n'aura pas à ennuyer les Béninois. Peut-être nous dire vos spécificités à vous. C'est ça, au fait. C'est ça que je vous dis. On a commencé, on n'est pas encore en campagne. Non, du tout. Bon, donc je dis, nous sommes en train de mettre en place les cellules qui vont travailler dans chaque localité pour faire prospérer la candidature. Imaginez maintenant que je commence par vous dire que, bon voilà, à Zogodoumé, nous avons déjà tel endroit qui va être le siège de campagne, alors que le candidat, il y a quand même un candidat. Hein, il faut bien que nous mettions en accord avec le candidat et tout ça. Nous pouvons avoir une cellule locale. Mais après, c'est qu'il y aura un pôle fédérateur dans chaque région pour que les partis se mettent ensemble pour faire le travail. Et que le candidat puisse passer sur chaque territoire sans qu'il ne soit obligé d'être revendiqué par, bon voilà, c'est moi qui l'ai fait venir ou non. Donc, il y a cette discussion qui se mène. Ne me demandez pas de dévancer des choses qui se font par les responsables du parti. Il faut que tout ça s'officialise et qu'on vous les présente. Mais... au temps opportun. Voilà. Monsieur Babatunde Biao, je rappelle que vous êtes le trésorier général du parti Moual Belin, porte-parole même de cette même formation. Nous allons conclure donc ces échanges de... Alors, conclusion, moi je remercie tous les Béninois pour nous avoir suivis. Je vous remercie vous particulièrement et iTélé de m'avoir invité. Ça fait un certain nombre de fois que vous nous sollicitez et nous répondons toujours présents. Je souhaite des élections apaisées. Je souhaite un langage de paix. Même si nous avons des frustrations, que nous sachions que nous ne sommes pas au-dessus de la République. Aucun groupe d'individus n'est au-dessus d'une République. Nous devons trouver les moyens, même si c'est dur, de nous rasseoir et de nous parler. Et de dire à l'autre, tu m'as fait mal, et voici pourquoi tu m'as fait mal, et les raisons pour lesquelles j'ai mal. Alors, nous devons faire comme ceci, parce que c'est ce que moi je souhaite ça. C'est un peu, j'ai pris cette manière de personnifier le langage pour dire que chacun de nous doit pouvoir mettre le Bénin au-dessus.
Et ces messages de paix, nous en avons besoin, surtout en cette période. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est tout pour l'entretien de ce 14 février 2021, l'entretien qui recevait M. Biao Babatunde. Il est le trésorier général de Moël Bénin et porte-parole de ce parti. Juste derrière moi, la revue de presse, après le duel et l'hebdo des éditorialistes. Et ensuite, toute l'équipe reviendra autour de 13h50 pour le débrief de tout ce programme. À tout à l'heure donc.